Bonjour à tous, au sommaire de ce 13h. 7 millions d'électeurs français sont appelés aux urnes. Qui des 11 candidats va tenir les rênes du pays pour les 5 prochaines années? Les premières tendances sont attendues dans la soirée. Le taux de participation à la mi-journée est de 28,54%. Guessabo, dans le Haut-Sassandra, est bien connu pour ses poissons en provenance du fleuve Sassandra. Mais cette année est assez particulière du fait de la sécheresse. Le poisson se fait moins abondant et de nombreux pêcheurs changent de secteur d'activité. Il y a un an, le 24 avril 2016, la star de la rumba congolaise Papa Wemba décédait après s'être évanoui sur la scène du festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA. Cette année, le FEMUA lui rend hommage. Merci d'être avec nous ce dimanche 23 avril. La Côte d'Ivoire compte 566 km de côte, soit environ 7% de sa superficie totale. Le potentiel économique du littoral ivoirien est énorme, mais il reste très peu exploité. Le magazine de ce dimanche s'intéresse à ce sujet qui pourrait être une alternative au chômage dans de nombreuses régions du pays à travers l'économie bleue. Abou Bamba, expert de l'ONU pour l'environnement, est avec nous pour décrypter ce sujet. Bonjour Monsieur Bamba. Bonjour Madame Fofana. Le potentiel économique du littoral ivoirien, nous en parlons dans une trentaine de minutes. Parfait. C'est jour de vote aujourd'hui en France. 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. 3 jours après l'attentat des Champs-Élysées, un dispositif de sécurité exceptionnel a été mis en place. 50 000 policiers et gendarmes sont déployés à l'entrée des 66 000 bureaux de vote. Ils sont appuyés par 7 000 militaires de l'opération Sentinelle. Un dispositif de sécurité hors norme pour cette première élection présidentielle qui se déroule sous le régime de l'état d'urgence instauré dans la foulée des attentats du 13 novembre 2015. Les bureaux de vote ferment à 19h et 20h dans les grandes villes. Les premières estimations sont attendues dans la soirée. Le taux de participation à la mi-journée est de 28,54% contre 28,29% en 2012 à la même heure. Ils sont bien loin de chez eux, les Français vivant en Côte d'Ivoire, mais ils ont accompli leur devoir de citoyens. Ils sont près de 20 000 en Côte d'Ivoire et 13 000 inscrits sur les listes électorales. Le vote a lieu toujours au consulat de France en Côte d'Ivoire. Herman Guivet y était ce matin. Abidjan, 9h, consulat général de France. Une longue file d'attente. Il fait 29 degrés à l'ombre et certainement plus loin d'un abri. Une canicule qui n'a pas empêché les Français vivant en Côte d'Ivoire de venir voter pour leur candidat. Ah oui, c'est parfait, oui. J'ai demandé aussi que comme il y a beaucoup de personnes âgées, on vienne offrir un peu d'eau à des gens qui vont attendre pendant 2 heures. Mais je ne sais pas si cela sera fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas voter, on ne peut même pas voter par Internet. Et il y a des gens qui habitent en brousse. Comment voulez-vous qu'ils viennent ici? C'est pas possible. Donc il devrait y avoir un petit peu plus de bureaux de vote pour éviter ce genre de file d'attente, quoi. Vous avez voté ce matin dans de bonnes conditions? Excellente. On est prêt à recommencer. Surtout si on nous donne une glace là-bas, hein, parce qu'il fait chaud. Hein. Pour assurer les électeurs, la gendarmerie française est bien présente, ainsi que les forces de police nationales. Alors ça s'est très bien passé, il y avait beaucoup de monde. Malgré qu'il y ait beaucoup de monde, ça avance assez rapidement, c'est bien structuré, c'est bien réparti. Donc ça s'est très bien passé. Ouais. Et vous avez voté pour qui? Mon candidat. Et votre candidat, c'est qui? Celui que j'ai choisi. Une affluence qui va crescendo. Plus le temps passe et plus la file d'attente s'étend. Selon les chiffres mis à notre disposition par le consulat, ils sont environ 18 000 ressortissants français à vivre en Côte d'Ivoire. Rappelons-le, 11 candidats sont en lice pour le premier tour de cette présidentielle. Lequel ou lesquels d'entre eux arriveront à tirer leur épingle du jeu? Les heures qui suivent devraient pouvoir permettre de répondre à cette question. Pour rappel, un seul candidat est sorti victorieux au terme du premier tour de la présidentielle et c'était en 1958, c'était le général de Gaulle. Pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas été autorisés à accéder à l'intérieur du bâtiment, mais comme vous avez pu constater avec les témoignages des électeurs venant d'accomplir leur devoir des citoyens, l'engouement est certain et la satisfaction est totale. Ont tenu à accomplir leur devoir de citoyen, même en étant très loin de chez eux. Sur place, en France, à la mi-journée, le taux de participation est estimé à 28,54%. Alexis Ouedraogo, envoyé spécial en France.
Ce dimanche, sur la table de Roxane, les affiches des différents candidats. Roxane et son mari sont binationaux franco-ivoiriens installés en France depuis une vingtaine d'années. Ils s'apprêtent à aller voter, mais avant, dernier coup d'œil sur quelques programmes de campagne. 11h, cap sur les bureaux de vote, l'affluence est notable. C'est la première fois que je vois autant la queue. Moi, personnellement, après il peut y avoir des moments où il y a plus ou moins. Donc oui, je sais bien, je trouve que c'est bien d'aller voter. Avec un pic entre 10h30 et midi et demi là, qu'on a eu non-stop, donc c'est plutôt bien. Les gens sont mobilisés, donc on verra ce soir le résultat. Pour les électeurs, ce scrutin revêt un enjeu important. Parce qu'on sait que cette année c'est serré, donc on ne sait pas trop qui va sortir du premier tour. Donc je me suis dit qu'il fallait bien voter. Voilà. C'est un devoir des citoyens, donc il fallait venir voter. Pour moi, c'est aussi simple. C'est le choix d'une vie pendant les 5 prochaines années, pour la France et puis pour tous les Français. C'est pour ça que c'est important. À la mi-journée, les différents candidats avaient pour la plupart exercé leur droit de vote. Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Nathalie Nartaud et les autres. Ils n'ont pour l'heure pas le droit à la parole jusqu'à 19h. Sous le coup de midi et demi, le taux de participation était estimé à 28,54%, en hausse par rapport aux élections de 2012. Autre point clé de ce scrutin, la sécurité. Dans un contexte de risque d'attentats terroristes, la sécurité des candidats a été renforcée et celle des lieux de vote aussi. Quelques 57 000 policiers, gendarmes et militaires sont déployés sur le terrain. Les bureaux de vote refermeront leurs portes à 19h dans les grandes villes. Washington, à plus de 6000 km de la France, bon point pour la Côte d'Ivoire, le groupe de la Banque mondiale annonce relever son niveau de prêt de 20%. En plus, d'autres structures se disent prêtes à apporter leur appui à la réalisation de grands projets et au soutien des PME ivoiriennes. Adama Koné, envoyé spécial aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI à Washington. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À ses côtés, les ministres Abdourahmane Sissé, Adama Koné, Thierry Tano, Niale Kaba, Isaac Dey et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Daouda Diabaté. En face, le vice-président de la Banque mondiale Région Afrique, Mactar Diop, entouré de ses collaborateurs. La délégation ivoirienne frappe à toutes les portes de l'économie et de la haute finance. Elle dépose sur la table une préoccupation majeure. Il est bon que nous ayons des projets donc, importants et structurants pour l'économie ivoirienne. Qu'on n'ait pas donc, à saupoudrer les ressources donc, de la banque sur de petits projets, en dehors du coût que ça représente en termes de gestion, mais ça peut ne pas impacter comme nous voulons donc l'économie ivoirienne. Donc souhaiter donc, un appui budgétaire donc, au niveau de la banque qui soit à la mesure donc, du déficit tel que nous l'avons pour 2017. Et nous avons eu la dernière mission du fonds qui nous a permis de nous accorder donc, de manière définitive sur donc, le profil du déficit de 2017 donc, à 2019. L'exercice est concluant. Après plus d'une heure d'échange, la Banque mondiale annonce que la Côte d'Ivoire peut se présenter à son guichet et pour cause. Les performances de la Côte d'Ivoire ont justifié cet appui de la communauté internationale. Ça s'est traduit par une augmentation de l'allocation IDA pour le cycle 18 de 21%. Nous allons passer de 600 millions de dollars qui était l'allocation IDA de la Côte d'Ivoire au cours des 3 dernières années à une allocation de 720 millions de dollars. Nous sommes également entretenus sur les appuis budgétaires que nous allons apporter à la Côte d'Ivoire. Le montant définitif n'a pas été arrêté, mais cela devrait se situer entre 100 millions de dollars ou 125 millions de dollars. La détermination de maximiser chaque instant de sa présence aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI pour renforcer l'estime de la Côte d'Ivoire auprès des bailleurs de fonds conduit le Premier ministre au siège de la Société financière internationale, SFI. Là, il est question de donner une bouffée d'oxygène financière nécessaire aux petites et moyennes entreprises. Au niveau des PME, on a tous les deux reconnu qu'en effet, il y avait un besoin de financement des PME et que côté FCI, on est prêt à travailler avec les banques locales. La façon dont on travaille, c'est à travers les banques locales. Troisième étape de cette matinée au pas de course, retour au siège de la Banque mondiale.
Au programme, audience avec le vice-président exécutif de la MIGA, un autre guichet du groupe de la Banque mondiale. Nous soutenons le secteur d'énergie et le secteur d'infrastructure et on a surtout soutenu le pont HKB, le pont Henri Konan-Bédier, et elle aimera bien d'autres secteurs dans lesquels nous pourrons intervenir dans le futur. Au total, une journée heureuse donc pour la Côte d'Ivoire qui décroche non seulement un relèvement substantiel du concours du groupe de la Banque mondiale au budget, mais aussi l'amélioration du prêt IDA 18. Les visites aux institutions de Bretton Woods pratiquement terminées, en tout cas en ce qui concerne la journée de ce vendredi 21 avril 2017, le Premier ministre entame une série d'audiences à son hôtel, au Watergate Hotel. Il sera reçu le dimanche prochain par la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, et le président du groupe de la Banque mondiale, Jin Yam Kim. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire fait sa rentrée solennelle 2017. Le secteur bancaire ivoirien reste le leader de la zone UEMOA avec un taux de bancarisation de 16 à 70% des comptes actifs de la région. Les banques ont pris l'engagement de soutenir les PME afin de donner une autre dynamique à l'économie ivoirienne. Mamadou Kouassi. C'est sa première sortie officielle depuis son élection le 12 avril dernier comme président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC. Au cours de cette rentrée solennelle, Guy Kouazan a indiqué que le secteur bancaire ivoirien se porte bien. Selon lui, ce secteur demeure à ce jour le leader de la zone UEMOA avec un taux de bancarisation de 16% et 70% des comptes actifs de la région. Mais beaucoup reste encore à faire afin de le redynamiser davantage. Il y a la formation qui doit être poursuivie, la bancarisation qui doit être accrue, l'inclusion et l'éducation financière qui sont essentielles pour nos populations. La faiblesse de l'épargne, l'importance de l'informel qui brasse une importante masse d'argent, hors du sécu bancaire sont des situations qui ne favorisent pas le financement de l'économie à long et moyen terme. Conscient donc de cette réalité, l'APBFC veut désormais capter ces fonds qui échappent au sécu officiel en accordant une place importante au financement des PME afin de porter le taux de bancarisation à 20%, contre un peu plus de 16% actuellement en Côte d'Ivoire. À travers ces actions, l'APBFC veut inciter la population ivoirienne à fréquenter davantage le milieu bancaire et financier. L'économie ivoirienne est caractérisée par la présence de pratiquement 95% de nos entreprises issues donc de ce tissu de petites et moyennes entreprises. Il est essentiel pour nous de les accompagner. Aujourd'hui, nos financements à destination des petites et moyennes entreprises représentent globalement 13%. Et ce chiffre doit être amélioré et peut être amélioré. Pour rappel, le paysage bancaire en Côte d'Ivoire est composé de 28 établissements de crédit, dont 26 banques et 2 établissements financiers, avec un peu plus de 4 millions de comptes bancaires que ces établissements enregistrent dans leurs livres. Il y a donc du travail à faire au regard de la population encore bancarisable, selon Guy Kouazan. La ministre congolaise de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement est en mission de travail en Côte d'Ivoire. Avec son homologue ivoirienne, il a été question de partage d'expériences, notamment en matière d'autonomisation de la femme et sur les questions de genre. Massokone et Aboussanogo. L'autonomisation de la femme et l'éducation de la jeune fille au centre d'une rencontre entre la ministre ivoirienne Marietou Koni et la ministre congolaise de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Les deux ministres ont pu échanger sur les réalités de leurs pays respectifs en matière de promotion du genre et la question de la parité dans les institutions. En République du Congo, plus de 80% des activités agricoles sont menées par les femmes. Et donc cela constitue pour nous une base très importante pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous avons tout dernièrement institué dans notre constitution, en son article 17, la loi sur la parité. Et aujourd'hui, cet avant-projet de loi sur la parité dans les fonctions électives, administratives et politiques a déjà été validé au niveau du Conseil de cabinet et qui est à la porte du Conseil des ministres. Si au Congo, la question de la parité semble être plutôt bien appliquée, en Côte d'Ivoire, les moyens sont mis en place pour y arriver véritablement. Pour la Côte d'Ivoire, la parité est inscrite mais n'est pas encore opérationnalisée, alors qu'au Congo, elles sont à l'étape d'avant-projet qui existe déjà. Nous n'avons pas cet avant-projet. C'est maintenant que nous sommes en train de mettre en place le mécanisme pour avoir notre projet de loi sur la parité.
Les membres de l'Alliance des femmes leaders du Côte d'Ivoire ont pris part à cette rencontre au cours de laquelle elles ont pu faire part de leurs actions sur le terrain. Cette visite de la ministre congolaise intervient dans le cadre du renforcement des liens de coopération et d'échange d'expériences entre les deux pays. L'édition 2017 de la Journée internationale de la femme a été l'occasion pour la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité de lancer le concours national de la famille. Objectif, attirer l'attention des familles sur leur rôle dans la construction de l'Ivoirien nouveau. Direction Guessabo, dans le Haut-Sassandra, zone ouest de la Côte d'Ivoire. Ce département de Zoukoukbe est bien connu pour ses poissons en provenance du fleuve Sassandra. Mais cette année est assez particulière du fait de la sécheresse dans la localité. Le poisson se fait moins abondant et de nombreux pêcheurs sont obligés de se reconvertir dans d'autres secteurs d'activité. Ngana Konaté. Réputée pour alimenter en poisson toute la région du Haut-Sassandra et d'autres localités du pays, la ville de Guessabo est sur le point de perdre son grade. Il n'y a plus de poissons, seulement qu'elle est dans le vin. Pour notre village, là, on est assis à cause du poisson. D'après les pêcheurs, la rareté du poisson est due à une surexploitation des ressources halieutiques et à la baisse du niveau des cours d'eau. Ce qui fait augmenter le prix du poisson. Précisément, j'étais pêcheur ici. Mais je trouve que le poisson qu'on vend, c'est devenu très cher. Ce qui est devenu 2000, c'est devenu 4000. Or, avant, tout le monde gagnait son prix de pain un peu normal. La sauce était bonne. Des séances infructueuses de pêche ont donc mis de nombreux exploitants sur la touche. Certains envisagent même quitter le domaine de la pêche pour s'orienter vers d'autres secteurs d'activité. En tout cas, on ne gagne même pas poisson. Vous voyez, hier, il y a eu 3 tas. Il y a eu 500 hier, donc aujourd'hui, il n'y a pas de travail. En tout cas, même là, je suis en train de faire mes pièces pour aller à San Pedro pour faire gardiennage. Ouais, c'est chaud. Le petit marché de poissons en bordure de route n'attire plus les voyageurs. Les passants se plaignent de la cherté du poisson. On a tous les poissons. Il n'y a plus de poisson. S'il y avait poisson, c'est moins cher. Maintenant, il y a c'est cher maintenant. Sinon, avant, c'était moins cher. C'était très bon avant. Maintenant, là, vraiment, quand il n'y a pas de voiture, qu'on a l'argent, alors que vraiment, on s'est débrouillé pour passer. Pour comprendre les raisons de la rareté du poisson dans les eaux, nous approchons la police pêche. Au nombre de 5, ils veillent aux alentours du débarcadère au bord du fleuve pour contrôler la taille des prises et faire appliquer les règles en vigueur. Le secteur de la pêche souffre également des mauvaises pratiques. Beaucoup de pêcheurs utilisent du matériel non recommandé et ne respectent toujours pas les tailles réglementaires de mailles de filet qui leur sont imposées. Les alevins que vous voyez là sont les mêmes qui grossissent jusqu'à avoir la taille des mâcherons que nous tous nous les. Mais aujourd'hui, ils sont capturés par ces gens d'engins qui sont les moustiquaires, qui sont non conventionnels, qu'on ne veut pas. Quand nous on pêchait, il y avait assez de poissons. Présentement, il y a des gens qui vivent sur l'eau qui ne connaissent pas le chef du village de Guessabo. Ils ont donné des filets d'ailleurs, on ne sait pas de quelle main ils utilisent. Même le simple assaman là, notre moustiquaire imprégné que le gouvernement nous a donné pour qu'on chasse les moustiques là, ont été utilisés pour la pêche. Et face à la surpêche du poisson dans les eaux, la police pêche fait des suggestions pour régénérer les stocks. Il va falloir aussi instaurer, comme ça se fait à Boisseau, la fermeture, le repos biologique. À Boisseau, à Yamé, du 1er juillet jusqu'au 30 septembre, la pêche est fermée. 3 mois. Il y a une bonne reproduction, les alevins ont le temps de se développer et à la fin, on a des bonnes tailles. La raréfaction du poisson semble avoir des répercussions sur toute l'économie du village. Souvent ça marche, mais ce n'est pas tous les jours ça marche. Ceux qui comprennent la paix, il y a un autre. Mais ceux qui ne comprennent pas, souvent ils s'en vont. Ils vont t'insulter, il ne faut pas parler. Certaines vendeuses ont donc rendu le tablier. Celles qui restent essaient de sauver la réputation légendaire de ce marché de poissons. Région d'Unzi, dans une dynamique de relèvement économique. Les cadres, les élus et les autorités coutumières ont décidé de se focaliser sur l'agriculture. Les populations d'Unzi sont invitées à adhérer au projet 1 Agba, 1 hectare de manioc. Eugène Atoubé. La culture du manioc comme moyen de relèvement économique de la région d'Unzi. Un défi que veut relever l'ONG Action Femmes d'Afrique pour le développement AFA, formulé dans le projet 1 Agba, 1 hectare d'Agba. Agba, en langue baoulé, signifie manioc. On n'a plus de café, on n'a plus de cacao.
Donc le manioc devient non seulement une culture vivrière, mais une culture de rente. Si nous cultivons de façon traditionnelle, de façon artisanale, ça sera encore plus difficile. Nous allons accompagner ce projet, sensibiliser davantage pour que la population puisse adhérer vraiment massivement. Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro et Dimbokro sont les 3 départements que couvre le projet Un Agba, un hectare de manioc. C'est cet homme, Dr Nyawa Jean-Baptiste, ingénieur agronome PhD, qui est chargé de son exécution. Tout à l'en croire incite à l'optimisme et les producteurs expriment à l'envi leur totale adhésion au projet. Nous avons la bonne terre pour produire le manioc. Nous disons à nos frères qui sont partis creuser l'or de venir. Nous allons travailler le manioc. On a de l'avenir avec le manioc. Nous initions des séminaires de formation pour apprendre aux paysans à cultiver le manioc. Il s'agit d'augmenter la rentabilité du système de culture. C'est en 2016 que l'ONG Action Femmes d'Afrique pour le Développement, AFA, lance son ambitieux projet. 500 hectares de boutures seront distribués par la NADER, spécialement la variété Yavo, issue de la recherche et à haut potentiel de rendement, 45 tonnes à l'hectare, pour un cycle de 9 mois. Mais l'engouement est tel que cette année 2017, 6 000 hectares de boutures sont prévus pour satisfaire la très forte demande. Les boutures n'étant pas sur place, il fallait qu'on paye les boutures très loin, à Daloa, à Bengourou, à Nibilikro. Et arrivé ici, il fallait maintenant tourner, distribuer dans les différents villages. En association avec le manioc, on utilise les légumineuses alimentaires telles que arachides, soja et haricots, qui ont un cycle court, un cycle de 2 mois et demi. Et donc ça permet aux paysans d'avoir des revenus intermédiaires, 2 à 3 revenus intermédiaires avant que le manioc ne soit formé. Jusqu'à présent, la réticence des paysans se trouve au niveau de la commercialisation. Produire, oui, mais surtout maîtriser les circuits de commercialisation et arriver à satisfaire la demande de plus en plus forte. C'est de loin le véritable enjeu du projet Un Agba, un hectare de manioc. La tendance actuelle sur les marchés locaux est révélatrice de l'inorganisation dans la région du Nzi de l'univers du manioc, depuis la production dans les champs jusqu'à la transformation. Les désagréments et les problèmes sont nombreux. Moi, j'ai payé un manioc de 12 000, tout est gâté dans nos mains. Ils nous ont coupé le courant. Il n'y a même pas de moteur pour piler. Donc vraiment, ça nous fatigue. La grogne des productrices d'Atiké de Bokanda sonne comme un catalyseur du projet Un Agba, un hectare de manioc. Chose intéressante, l'ONG garantit à ses producteurs l'achat de la totalité de leur production. De plus, elle veut donner au manioc de la valeur ajoutée par la transformation. Il est prévu 5 usines. Une à Dimokro, qui sera la toute première. Ensuite, Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro, Mayakro et Daokro. Certaines usines vont se spécialiser en pâte, de la farine pour le tapioca, la farine pour faire le pain. Ensuite, vous aurez la tchéké lui-même. Ensuite, vous aurez l'amidon. Les femmes Agba et les jeunes ont accepté le projet. Ils veulent travailler et ils veulent gagner de l'argent. Nous allons pouvoir faire au minimum 10 hectares par village. Nous aurons 2 usines, c'est-à-dire celle de Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro cette année. Le président de la République nous donne l'usine de transformation de Dimokro. Hier, le manioc était pour le peuple Agba un aliment de substitution quand l'igname était rare. Aujourd'hui, ce tubercule va devenir culture de rente et moyen de relance économique d'une région qui aujourd'hui vit dans l'ombre de son passé. Événement particulier à la paroisse Saint-Augustin de Bingerville, le centenaire du baptême du président Feu Félix Houphouët-Boigny. Au cœur de cette célébration, la promotion de la paix et du développement. Ahmed Traoré, à Boussanogo. Dans l'enceinte de la paroisse Saint-Augustin de Bingerville, le moment était solennel. La musique distillait des messages en l'honneur du centenaire du baptême du président Félix Houphouët-Boigny, convertir au christianisme au sein même de cette église. Pour le révérend père Norbert Abékan, le président Houphouët-Boigny était un homme d'État, un homme de paix. On aurait tellement souhaité que la maison du président Houphouët, où il a vécu, où il recevait les gens, les présidents de toutes les nations, une maison humble pour montrer aux jeunes
qui aiment la facilité, que voici quelqu'un qui a vécu humblement. Et on aurait gardé cette maison pour des pèlerinages, pour se souvenir, pour dire que cet homme a cultivé la paix. Pour les proches du premier président de la Côte d'Ivoire, cet acte de célébration est salutaire. C'est un sentiment d'une grande fierté que des Ivoiriens qui ont connu le président Houphouët-Boigny ou qui en ont entendu parler viennent à une célébration d'une telle portée. C'est un sentiment très fort de reconnaissance à Dieu et à cette cité et aux prélats ivoiriens pour avoir accompagné le président Houphouët tout le long de sa vie avec la foi. L'Office mémorial Félix Houphouët-Boigny souhaite à long terme célébrer 3 dates qui ont marqué la vie de l'homme. Le 18 octobre, sa naissance, le 7 décembre, son décès et le 22 avril, son baptême. Premier week-end du Popo Carnaval de Beaunois, cet événement culturel et touristique attire des milliers de visiteurs venus s'imprégner de l'ambiance et découvrir les nombreuses curiosités. La 3e édition s'est ouverte le 15 et prend fin le 29 avril prochain. Serge Coléa. Vendredi 21 avril, il est 15 h, nous quittons Abidjan. Direction Beaunois, objectif, goûter aux délices du premier week-end du Popo Carnaval. Sur place, la ville de l'Anana a revêtu les couleurs du carnaval. Pas besoin de guide pour se retrouver. Beaunois vit au rythme de la fête. Le site dédié à l'événement accueille les fêtards en début de soirée. Ce soir, je viens me distraire un peu à madame. Je suis à Beaunois, ça fait 4 ans, donc je suis un habitué du Popo. Cette année, j'ai prévu fêter, faire une grande découverte avec ma chérie ici présente. Le parc à Mplousoué se présente sous forme de stand disposé en plusieurs compartiments. Commerçants de gadgets Popo, tenues vestimentaires, espaces artisans, petites et moyennes entreprises et auto-opérateurs proposent leurs produits. Ce boubou, c'est un boubou importé. Ça vient du Bénin. Donc c'est un nouveau produit. Donc, comme la population de Beaunois ne connaît pas, donc on les propose ces boubous, les sacs à main, les chaussures. RAS 24 est un artisan. C'est un habitué de l'événement. Ça permet aux artisans de mieux vendre leurs articles. On arrive à vendre facilement parce que bon, là, la population vient vers... Ils sont curieux de découvrir comment on appelle les trucs artisanaux. Une visite au Popo finit toujours par l'espace maquis et restaurant, le passage obligé pour la plupart des visiteurs. Nous proposons de la nourriture comme du poulet braisé, du poisson braisé, soupe au poulet, soupe au poisson, des frites et plein d'autres choses. Ambiance bien arrosée, entre amis, le tout agrémenté de rythmes en vogue. Les Popo Carnaval, c'est très doux, hein? C'est très doux, Nayo. On est content d'être ici. Vraiment, merci, Popo Carnaval. C'est très bien, il y a une bonne ambiance. Au-delà de l'ambiance, le Popo, c'est aussi la promotion de la culture abourée. En témoigne la présence de Vanga, fils de Beaunois, qui tient à plonger son enfant dans l'univers festif de cette tradition quarantenaire. J'ai tenu à venir ce soir avec mon fils pour lui apprendre déjà comment la tradition se passe à Beaunois. Jusqu'au dimanche 29 avril 2017, Beaunois s'ouvre au monde, aux touristes et aux amoureux de la culture. De l'ambiance également au programme de la 10e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. À l'honneur cette année, Papa Wemba, la star de la rumba décédée sur la scène du FEMUA l'an dernier. Le groupe Magic System a décidé d'immortaliser l'artiste congolais dans le village d'Anoumambo. Isaïo. C'est sur cet espace à Anoumambo que l'artiste congolais Papa Wemba sera immortalisé au cours de ce 10e festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA. Les machines sont à la manœuvre afin de permettre à tout le village de rendre un hommage à l'illustre disparu. Papa Wemba, c'est un grand artiste. Bon, ça a été un choc pour nous. Nous saluons encore sa mémoire. Nous allons faire la place
Papa Wemba, nous allons rendre hommage à Papa Wemba. Et dans l'après-midi, il y aura la parade des sapeurs où tous les sapeurs du monde sont invités. Papa Wemba sera immortalisé à Numambo et pour toujours. Au-delà du choc ressenti par les populations d'Anumambo, avec le décès du chef du village Molokai, le FEMUA reste une manifestation populaire qui valorise la musique dans toute sa diversité. Chaque FEMUA a son petit secret. Donc je pense que cette année, ça sera un peu plus lourd. Et parce qu'on a au moins 4-5 jours de concert. Donc on a prévu commencer un peu plus tôt, une semaine avant. Nous avons également initié une application pour personnaliser également aussi les photos de profil des internautes qui va permettre à ce que le FEMUA soit encore plus vu sur tous les profils de ces personnes-là. Le festival des musiques urbaines d'Anumambo est également une occasion pour la population de faire de bonnes affaires. À FEMUA, vous savez que généralement, ce n'est pas seulement la population d'Anumambo qui vient dans nos espaces, c'est à peu près tout Abidjan qui vient. Donc après le FEMUA, vraiment, nous tous, nous sommes contents. C'était Marie comme ça, nous envoyons un gain pour nous. FEMUA n'a pas fait chaque semaine. Sur le plan de la sécurité, rien n'a été négligé. Pour ce FEMUA 10, un plateau alléchant est offert aux populations sur le plan artistique. Salif Keita, Tiken Jafakoli, Black M, Singila, Monique Seka, Nash, Révolution et bien d'autres sont les artistes invités pour égayer les festivaliers. Le changement climatique est aussi au cœur de cet événement musical avec le thème « L'Afrique face au réchauffement climatique ». Le potentiel économique du littoral ivoirien, une richesse inexploitée, c'est de cela que nous parlons ce dimanche avec Abou Bamba, expert de l'ONU pour l'environnement. Rebonjour Monsieur Bamba. Le littoral ivoirien, long de 566 km, l'un des plus longs et des plus riches d'Afrique de l'Ouest. Alors Sita Soro nous propose l'état des lieux et on se retrouve ensuite. Le littoral ivoirien, long de 566 km, avec une superficie de 23 253 km², soit 7% du territoire national, s'étend du cap des Palmes, situé à la frontière avec le Libéria à l'ouest, au cap des Trois Pointes au Ghana à l'est. Ce littoral regorge de nombreuses potentialités, tant au plan économique que humain. 30% de ce potentiel y est concentré, selon les statistiques. Ces plages restent une destination où rares sont les touristes étrangers ou nationaux qui résistent à sa splendeur et sa beauté. En dehors de ces belles plages, le littoral est une zone de gisement à fort potentiel pétrolier et gazier. Sa production en 2015 s'élevait à 29 411 barils par jour. Les ports d'Abidjan et de San Pedro constituent l'un des maillons du développement économique en Côte d'Ivoire. Le port d'Abidjan est le premier port à conteneurs en Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le volume total en trafic est de 670 000 conteneurs par an. 88% des recettes douanières proviennent de ces deux ports. Alors, M. Bamba, 566 km de côte, 7% de la superficie totale du pays. Le littoral est insuffisamment exploité, c'est vrai, mais déjà, quel est l'état des lieux? Est-ce que la santé des écosystèmes permet une exploitation plus approfondie? Justement, c'est une question intéressante. Concernant l'état des lieux, la santé des écosystèmes marins et côtiers, il faut avouer qu'il y a quand même certaines difficultés. Tant les écosystèmes marins et côtiers, le littoral ivoirien en tout cas, sont confrontés à certains stress, notamment des problèmes de pollution, d'érosion côtière, d'élévation du niveau de la mer et puis toutes les conséquences en tout cas de l'augmentation de la température, donc des changements climatiques. Et malgré tous ces défis, quelles sont les principales potentialités économiques? Les principales potentialités économiques, en tout cas du littoral ivoirien, se situent au niveau de 5 sous-secteurs. Le premier secteur, c'est celui qui concerne les questions énergétiques. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan de développement industriel qui nécessite en tout cas la disponibilité énergétique qui n'existe pas pour l'instant. Donc, selon nos calculs, les potentialités en énergie éolienne, donc tirées du vent et de la force des courants, permettraient, si vous voulez, de résorber ce déficit-là et permettre le développement industriel du pays. Deuxième sous-secteur, de notre point de vue aussi, et vous en avez brièvement parlé dans des éléments tout à l'heure dans la région de Guézabo, concerne la pêche. Vous savez que la Côte d'Ivoire est très déficitaire en matière de production halieutique, donc près de 80% de la production est importée. Donc le littoral ivoirien
permettrait, si éventuellement, la technologie a beaucoup évolué, donc il y a ce qu'on appelle en anglais sea farming, mais en français qui doit donner quelque chose comme mariculture, qui permet de lever en semi-captivité des espèces halieutiques de mer. Ensuite, on en a parlé aussi dans l'élément, c'est le potentiel touristique et récréatif du littoral ivoirien. L'élément a montré tout à l'heure des plages, mais il y en a encore de plus belles dans la région du Bas-Sassandra, qui sont quasiment inexploitées. On va faire un petit parallèle avec la ville d'Assini et celle de Sali au Sénégal, qui est une véritable cité balnéaire avec des grands hôtels, avec des banques, avec en tout cas tous les services qui permettraient en tout cas à une clientèle touristique européenne ou bien étrangère de venir dépenser son argent, faire entrer en tout cas des devises dans l'économie du pays. Donc ça fait déjà 3 secteurs, mais on peut regarder de façon aussi un peu plus globale. Au niveau des infrastructures, vous avez parlé des ports de San Pedro et d'Abidjan. Tout le monde sait que ces ports-là fonctionnent effectivement à plein régime. Il n'est pas rare de voir souvent certaines congestions et c'est un indicateur en tout cas de performance de ces ports-là. Donc il y a de la possibilité, sur les 566 km en tout cas du littoral, de penser à d'autres ports spécialisés, des ports de plaisance, des ports de pêche, des ports en tout cas minéraliers, pardon. Donc le potentiel en tout cas existe et j'aimerais terminer par une synthèse de tout ce potentiel socio-économique. C'est que selon nos calculs, nous pourrons éventuellement arriver à un gain de croissance de 2 à 3% en tout cas du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire si les postulats ou bien les principes de l'économie bleue sont appliqués en ce moment en Côte d'Ivoire. Alors vous avez parlé du secteur énergétique comme premier point. Qu'est-ce qui peut être fait vraiment concrètement parce que c'est un secteur porteur d'avenir avec les énergies renouvelables et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Tout à fait. Concernant le secteur énergétique, il y a des études préliminaires à faire, par exemple, localiser où est-ce que trouve la carte des vents, là où est-ce que les vents sont les plus importants, là où les amplitudes de marée aussi sont les plus importantes. Mais il y a les études préliminaires qui ont déjà été faites, la recherche aussi a déjà été faite. C'est surtout dans la zone de San Pedro, Fresco, Grand Laou et peut-être un peu plus à la frontière avec le Ghana. Une économie émergente, c'est de faire des transformations structurelles, institutionnelles assez fortes. C'est par exemple de défiscaliser tout ce qui est technologie concernant justement la production d'énergie à partir des éoliennes. C'est d'investir en majorité dans la formation afin que les ingénieurs énergéticiens en Côte d'Ivoire puissent s'orienter vers cette carrière-là et surtout lier cette ambition de développement socio-économique basée sur les énergies renouvelables au développement régional aussi des pays. Faire de telle sorte que l'approvisionnement en énergie renouvelable non seulement permet de soutenir le processus industriel, le développement industriel de la Côte d'Ivoire, mais surtout aussi créer des emplois dans les régions qui sont particulièrement défavorisées, donc sur le littoral ivoirien. Alors vous avez parlé aussi de tourisme. Est-ce que c'est possible de créer en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle des parcs marins avec des espèces assez rares, pourquoi pas des dauphins, des lamontins et tout? Est-ce que c'est possible pour développer aussi le tourisme? C'est une question très intéressante, Madame Fofana, en ce sens que la Côte d'Ivoire, effectivement, le littoral ivoirien regorge d'un potentiel en matière de biodiversité marine particulièrement important. Vous avez parlé des dauphins, des baleines. Effectivement, le littoral ivoirien est une zone de transhumance, une zone de circulation, en tout cas, de ces grands cétacés-là qui transitent par le littoral ivoirien de gauche à droite pour aller soit au Libéria ou dans d'autres pays ou descendre même un peu plus vers l'Afrique du Sud. Ça, c'est un premier point. Mais il y a des espèces aussi emblématiques que l'on retrouve ici, notamment les lamontins et certaines espèces de tortues. Donc, tous ces éléments, toute cette biodiversité rare et endémique, en tout cas à la Côte d'Ivoire, sont un élément, constituent un élément, en tout cas, pour attirer les touristes étrangers à venir dépenser leur argent dans des hôtels, dans des réceptifs, en tout cas touristiques en Côte d'Ivoire. Le potentiel existe et pas suffisamment exploité pour l'instant. Alors, on a l'habitude de dire que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Est-ce que le littoral peut apporter quelque chose aussi à ce potentiel agricole dont la Côte d'Ivoire dispose? Effectivement, le succès de ce pays repose sur l'agriculture et il reposera encore plus sur l'agriculture parce que cet écosystème-là, marin et côtier du littoral ivoirien, est favorable pour la culture de certaines spéculations, notamment tout ce qui concerne le coco et certaines espèces de palmiers à huile. Donc, effectivement, en regardant ces deux éléments-là uniquement, on pense aussi qu'il serait opportun d'investir massivement dans ce secteur-là afin d'améliorer en tout cas les productions ou la productivité telle qu'on la constate en ce moment et qui n'est pas en tout cas à la mesure du potentiel agricole de ces deux circulations au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous êtes expert de l'environnement, à vous entendre, ce sont des idées qui font déjà rêver, mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de les appliquer en Côte d'Ivoire?
Il y a différents blocages, il y a différents obstacles à lever. Le premier obstacle est d'ordre environnemental. On a parlé tout à l'heure de la santé des écosystèmes. Effectivement, le littoral ivoirien est soumis à certains stress, notamment la pollution. Dans beaucoup de villes, en Côte d'Ivoire, certains déchets liquides et solides sont déversés directement dans les cours d'eau sans traitement. Donc il est important de régler ce problème-là, de faire de telle sorte que les gens ne se branchent pas illégalement sur les collecteurs d'eau de pluie. Ça, c'est une première chose. Agir au niveau de l'environnement afin que la ressource soit en bonne santé et qu'on puisse l'exploiter. Deuxième élément concerne les changements structurels et institutionnels dont on a parlé tout à l'heure. Agir au niveau de la fiscalité. Le rôle du gouvernement, c'est sûrement pas de construire des ports ou de construire des hôtels, mais c'est de favoriser, si vous voulez, l'investissement en défiscalisant l'achat de certains équipements, en investissant massivement aussi éventuellement dans la recherche. Et puis aussi, il y a le rôle effectivement des partenaires techniques et financiers au développement. Et puis peut-être troisième et dernier obstacle qu'il faut regarder, c'est que l'environnement marin et côtier n'est pas statique. Et aucun pays à lui tout seul ne peut décider de régler les problèmes de pollution ou les problèmes d'érosion côtière. Nous sommes tributaires aussi des pays riverains. Les problèmes de pollution se déplacent avec le courant d'un pays à un autre. Et donc, c'est de fonctionner dans une approche régionale intégrée avec les autres pays de la façade atlantique du continent africain. Monsieur Bamba, vous avez parlé tout à l'heure de changements structurels, mais à côté de cela, est-ce que la Côte d'Ivoire dispose déjà des ressources humaines, des ressources financières pour se lancer dans ce genre de projet? Est-ce que c'est forcément l'État, le secteur privé ou même le citoyen lambda qui peut le faire? D'accord. Est-ce que la Côte d'Ivoire dispose des ressources humaines? On peut répondre par l'affirmative, parce que la Côte d'Ivoire, il ne faut pas l'oublier, depuis les années 70, avec le président Félix Houphouët-Boigny, était un pays maritimiste. Il y avait un ministère de la Marine. On a ici l'Académie des sciences et techniques de la mer. Au niveau de l'université, des grandes écoles d'ingénieurs, en tout cas à Yamoussoukro, il y avait des filières. En tout cas, on a formé des gens. Il y a eu à l'époque la CITRAM. Au niveau de la formation des ressources humaines, nous pensons que raisonnablement, la ressource existe. Maintenant, pour ce qui concerne les investissements massifs, aujourd'hui, le budget de la Côte d'Ivoire, c'est autour de 6 000 milliards. Mais on ne demande pas à l'État de Côte d'Ivoire d'investir ces ressources-là, effectivement, dans ce secteur qui concerne les écosystèmes marins et côtiers, mais de faciliter les investissements. L'émergence, tout à l'heure, un des facteurs de l'émergence, c'est de s'ouvrir sur l'étranger et de faire de telle sorte que les investisseurs étrangers, les banques, les citoyens lambda, puissent investir dans les domaines comme la mariculture dont on a parlé tout à l'heure, dans l'hôtellerie, dans tout ce qui concerne les énergies renouvelables, dans l'énergie éolienne, les énergies marémotrices. Donc c'est vraiment le rôle du gouvernement, c'est de faciliter, de créer les conditions pour que l'investissement puisse se faire. Alors pour terminer, en tant qu'expert de l'environnement, quel regard vous pouvez porter sur le projet de valorisation de la baie de Cocody qui est en ce moment en cours? Concernant le projet de valorisation de la baie de Cocody, nous pensons que c'était un très bon début, d'autant plus qu'ils ont cherché à conserver en tout cas la végétation. On a réglé les problèmes hydrologiques et les problèmes de pollution aussi. On a beaucoup dragué. Maintenant, il s'agit peut-être de dépolluer le sable qu'on a retiré de cette baie de Cocody. C'est un très bon début. Cependant, il existe beaucoup de baies en Côte d'Ivoire, notamment dans la région d'Abidjan, la baie de Blocos, la baie du Banco, la baie de Koumassi, la baie de Marcory, celle de Treichville. C'est d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait rendre aussi convivial ces différentes baies-là. Dans tous les pays du monde, les baies sont les endroits, la proximité des baies ou bien du littoral sont les endroits où tout le monde cherche à s'installer. Ce sont les terrains les plus chers, les plus recherchés. Malheureusement, ici, ce n'est pas encore le cas. Et nous pensons qu'avec ce début de projet-là de la baie de Cocody, qui doit s'étendre effectivement à tout le plan lagunaire de la ville d'Abidjan, on arrivera éventuellement à créer des quartiers résidentiels dignes de ce nom pour lesquels les gens sont prêts à payer un peu plus afin qu'on puisse vivre dans de bonnes conditions à proximité du plan lagunaire ivoirien. Merci, M. Bamba Abou, expert de l'ONU pour l'environnement. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bon dimanche à Tabou, ville de la région du Bassa-Sandra, dans l'ouest ivoirien. C'est la capitale du pays Krou, à l'est du fleuve Cavali, la frontière avec le Libéria. Bon après-midi à tous et à ce soir 20h pour un nouveau journal sur RTI 1.